Aujourd'hui encore dans C'est Midi, l'émission qui raconte vos histoires, toutes vos histoires. Bonjour sur RT1, l'ouverture tout de suite en musique. Jolie bébé, dis-moi pourquoi tu pleures. Jolie bébé, dis-moi pourquoi tu pleures. Jolie bébé, dis-moi, maman m'a laissé, comme pas la polio. Oh. Maman m'a laissé, comme pas la polio. Oh. Sans la poliomyélite là, j'allais jouer comme tout bas. Sans la poliomyélite là, j'allais danser comme Jackson. Ah, maman, j'ai du mal au cœur. Ah, papa, j'ai du mal au cœur. Oh. Jolie nana, dis-moi pourquoi tu pleures. Jolie nana, dis-moi pourquoi tu pleures. Jolie nana, dis-moi, maman m'a laissé, comme pas la polio. Oh. Maman m'a laissé, comme pas la polio. Oh. À cause de la poliomyélite là, Marie va se croire plus belle que moi. Alors que ce qu'elle a oublié là, c'est le cœur de la femme qui compte. Ah, camarade, Il s'appelle Prince Théo, il arrive de Béoumi. Et il est venu sur ce plateau laisser un message musical de sensibilisation sur la poliomyélite. Prince Théo, bonjour. Bonjour. Vous avez eu une histoire, disons, terrible. Vous êtes passé à côté de... On va dire que vous avez été touché par la poliomyélite tout de même. Oui. Vous avez passé 2 années de votre vie Oui. à terre, sans pouvoir marcher. Il a fallu des soins intensifs pour que vous vous retrouviez aujourd'hui avec l'usage quelque peu de vos pieds. Du coup, ça a inspiré votre message musical. Aujourd'hui, vous venez parler à toutes les mamans qui nous écoutent. Oui. Donc, je dirais que la polio m'a raté. Comme je l'ai dit, j'ai fait 2 ans et demi tout à fait. terre, je ne marchais pas. Okay. Alors, c'est quoi donc, le message ma maman, que vous voulez... Oui, ma maman s'est rattrapée. Donc, je voulais dire à toutes les mamans de faire vacciner les bébés de 0 à 5 ans. Voilà, 0 à 5 ans, avec tous les rappels qui s'imposent. Merci beaucoup. Merci. On embrasse toute la population de Béoumi. Bon retour. Voilà, un vrai plaisir. Aimé Monoko, c'est un nom que vous avez sûrement déjà entendu, particulièrement dans l'une des nombreuses chansons qui lui font un clin d'œil, mais nous sommes nombreux à ignorer l'histoire inspirante de ce grand généreux. C'est Midi vous dévoile aujourd'hui l'histoire cachée et surtout touchante de ce monsieur, juste après, tenez-vous bien, sa biographie, je vais le dire, écrite par Marie-Ange Emiem et lue par Nafi Touré. C'est Midi reçoit aujourd'hui un grand homme qui agit dans l'ombre. Aimé Bertrand Monoko ou encore Aimé Monoko Barato Maranatha, de son nom de scène tel que vous le connaissez, est un homme d'une 50aine d'années, né à Teiri dans la sous-préfecture de Bayota. Ex-footballeur, il débute sa carrière en 1986 au sein de l'AS Oumé, puis se retrouve à l'Azida Bengourou et au Stella Club d'Adjamé où il est sélectionné pour défendre les couleurs nationales à la Coupe d'Afrique en 1989. Grand amoureux de la musique zouglou, il jouit d'une bonne crédibilité dans le milieu artistique. Fonctionnaire de profession, il est également le président de l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité en faveur des veuves et des orphelins, créée en 2010. Les moments difficiles qu'il a vécus l'ont motivé à apporter son aide aux plus défavorisés. Tout de suite, les détails de son histoire. Monsieur Aimé Monoko, bonjour, bienvenue sur le plateau de C'est Midi, un plaisir de vous recevoir. Et autour de la table, vous pouvez bien remarquer ces profils que vous connaissez très bien. Alissar Zénard, qui est en charge de tout ce qui concerne l'actualité people, des stars. Cassandra, qui aujourd'hui va nous amener dans les livres, donc dans les rayons littéraires. Le doyen Cassie, qui est un peu, disons, la voix sage de l'équipée. Et puis aussi un personnage voilà, qui va peut-être vous éclater aussi. Aujourd'hui, il est dans cette position, ou dans ce rôle d'artiste venu participer au Massa. C'est vrai que quand je suis entré tout à l'heure, les Ivoiriens ne me connaissent pas. Moi, je viens du Canada.
C'est Faïlo. Je suis venu au Massa, je ne connais même pas la Côte d'Ivoire. Bon, les gens m'ont forcé à y venir, mais j'ai le calendrier chargé. Et j'aime les Ivoiriens. Salut Abidjan. Je vous salue. Salut. Et on salue aussi Pauline Sagaton qui va, durant cette émission, voilà, en temps réel, rapporter quelques commentaires et réactions à votre histoire que nous allons éplucher et découvrir ensemble. Encore une fois, merci d'avoir répondu à l'invitation, monsieur Aimé Monoko. Tout de suite, le thème du jour, selon Dr Philo. Le thème du jour, selon Dr Philo. Merci. Que dire encore? Parce qu'un monsieur au grand cœur, c'est quelqu'un qui est témoin des difficultés traversées par ses amis. Aujourd'hui, se met au service des autres. Mais attends, c'est du jamais vu. Généralement, c'est quand tu traverses les difficultés que tu te mets au service. Mais lui, il a été témoin. Voilà, c'est pourquoi il faut écouter les uns, il faut écouter la souffrance des uns et les autres. C'est pas parce que toi tu es souffrant, tu travailles des difficultés que tu ne peux pas suivre les autres aussi. Même si tu n'as pas les moyens. C'est pourquoi je vous dis, je vous amène quand même à souvent recevoir, bien accepter les témoins de Jéhovah que vous fuyez souvent. Souvent, ils viennent, souvent c'est pas pour l'évangile, souvent mais ils viennent expliquer leurs problèmes. Donc quand ils viennent là, tu peux être témoin et de leurs événements, ça peut t'amener à suivre les autres aussi. Et je dis qu'un être humain, il n'y a rien de tel. Ce monsieur que vous voyez, Aimé Monoko, on entend son nom dans les chansons, c'est pas quelqu'un qui est financièrement aisé. C'est un simple citoyen, un simple fonctionnaire qui est là. Mais bon, il va nous le confirmer. Voilà. Non, je sais pas. On connaît quelqu'un qui a dit, c'est quelqu'un qui a le grand cœur. Moi, je dis, quand ton cœur est ouvert, et que tu attires la vibration positive sur toi-même, les gens t'approchent. C'est pas forcément que tu as l'argent. Il y a des gens qui n'ont rien du tout. Mais quand tu les vois, tu les aimes. Ils ont du monde autour d'eux, mais ils n'ont pas d'argent. Ça, c'est clair. Regardez même quand nous montons dans les véhicules de transport en commun des bébés. Tu as un enfant, souvent, quand il voit certaines personnes, l'enfant s'accroche au gars, on a l'impression que c'est le parent de l'enfant. Non, c'est parce qu'il attire une bonne vibration, il a bon cœur et il donne. Ça ne sert à rien d'aller prier chaque jour dans les mosquées, dans les églises et puis faire du mal aux gens. Pense à ton prochain. Parce qu'il y a des gens, mais quand ils passent, chien à boire sur lui. Mais toi, tu es là. Voilà. Chien à boire, tout ça. Et je dis que je ne peux pas. Voilà, je dis tout simplement que le véritable amour, ce n'est pas vos amours bizarres, les WhatsApp là. Non. Le véritable amour, c'est ce que vous. Non. Le véritable amour, c'est ce que vous partagez au fait. Quand vous partagez, quand vous faites plaisir, vous pouvez acquérir le bonheur sans toutefois vous-même être heureux. Quand vous donnez le bonheur à certaines personnes et que vous-même vous ne vivez pas dans le bonheur, vous êtes l'incarnation de Dieu sur terre. Vous donnez à votre prochain, je voudrais vous en remercier. Et ayez ce bon cœur et donner cet amour-là. C'est tout. Voilà. Merci beaucoup, Dr Philo. On est plus heureux en aidant les autres, en touchant l'humanité. Et lui, il va à votre contact avec toujours une question. Cette journée, elle est libellée comme suit. Que peut-on tirer de bon dans la souffrance? Chris Paterna-Sémian qu'on retrouve dans les rues d'Abidjan. Chris Paterna-Sémian, c'est votre opinion. Et salut Jean-Michel, c'est un plaisir de vous retrouver. La souffrance touche tout le monde. Violence, maladie, accidents, problèmes relationnels, échecs. La liste semble exhaustive. Et parfois, comme un cri de guerre, l'on se demande bien que peut-on tirer de bon dans la souffrance. Votre opinion nous intéresse. Dans la souffrance, on peut apprendre beaucoup de choses. Savoir que dans la vie, il n'y a pas que le bonheur. Tout le monde a peur de la souffrance, mais bon, on ne choisit pas de souffrir. Ça peut arriver. Mais quand ça arrive, il faut savoir surmonter. La souffrance, c'est quelque chose qui nous amène à grandir. C'est quelque chose qui nous amène à évoluer. C'est quelque chose qui fait de nous des hommes de demain avec de grandes perspectives. Et un mot qui est victoire, triomphe de tout ce que nous traversons. Souffrir, c'est bon, parce que quand tu souffres, tu sais où tu vas. Tu permets de mieux lutter dans la vie. Sans souffrance, c'est comme si la vie n'était rien. Je ne sais même pas pourquoi toi tu existes. C'est la souffrance qui te définit. Elle définit ton caractère de vie. Mais la souffrance n'est pas seulement que la galère. Voilà. Il y a plusieurs souffrances. Il y a des souffrances qui sont bonnes à vivre, tandis qu'il y en a d'autres qui ne sont pas bonnes à vivre. La galère comme ça, ce n'est pas une bonne souffrance. Personne ne veut passer par la galère pour réussir. Il y a des situations de la vie qui font que l'homme passe forcément par la galère pour pouvoir réussir. Cette souffrance-là aussi permet d'être forgé demain lorsqu'on travaille. Voilà, c'est en ce sens aussi que la souffrance est une bonne chose. Comme dirait l'autre, la souffrance n'a pas seulement un impact néfaste sur notre vie. La reconnaissance pour tout ce qui nous arrive, les bonnes comme les mauvaises choses, est à la base de la recherche du véritable bonheur. À vous le studio, Jean-Michel. Merci beaucoup, Chris Paterna-Sémian. Aimé Monoko, la souffrance. Vous connaissez l'orthographe de la souffrance, mais également la réalité de la souffrance pour l'avoir observée pendant des années, pour l'avoir tutoyée et aussi pour avoir apporté à votre façon des solutions, ici et là, on en parlera, en provenance du village,
vous avez débarqué à Abidjan, Koumassi précisément, en 1977, grâce à votre tante, qui s'est occupée de vous comme une mère s'occupe de son enfant. Ça a été donc une très belle filiation entre vous. De quoi était fait votre quotidien? Avez-vous une vie normale ou modeste? Merci, Michel. Alors, l'artiste Philo, je l'ai connu au Canada, effectivement. On commence déjà avec une note de bonne humeur, voilà. Pas mal. Alors, je voudrais dire que chacun de nous a son histoire. Et donc, la mienne commence bien, évidemment, avec ma tante. Mais déjà, natif de Théiri, mon village, il y a plus de 56 ans. J'arrive donc en 77 chez ma tante, qui me prend avec elle. En ce moment, je découvre notre réalité, qui est Abidjan. Mordu par le football, je vais jouer au foot avec des amis. Et c'est en ce moment que je découvre. Avant la découverte, votre tous les jours, la vie avec Tata, pour parler un peu. Non, à la maison, tout va bien. Tout va bien. J'ai les 3 repas par jour, le petit-déj, le déjeuner et le dîner. Super. Voilà, je dors bien. Donc correct, quoi. Voilà, correct. Super. Alors, vous avez, quand on est petit, on a des loisirs, on joue avec les potes au quartier, avec les copains. Donc, vous le disiez déjà, le football, c'était votre passion d'enfance, ça n'a pas changé. En jouant au foot avec des amis, vous avez finalement un jour eu un choc en découvrant une réalité cachée. Effectivement, et ce choc, je l'ai caché à moi. Mes parents n'ont pas su. Parce qu'en réalité, quand j'allais jouer au foot avec des amis, au terme du match du quartier, chacun était donc appelé à rentrer chez lui à la maison. C'est à ce moment que je découvre que des amis n'allaient pas à la maison. Mais ils allaient au bord des cinémas, sur des étagères, où il y avait un petit baluchon qui servait d'habit de rechange après le sport. Mais là, je l'ai su 1 mois, 2 mois après. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'ils n'avaient pas un toit où dormir. Et je me dis, mais attention. Alors, ils jouent avec nous et ensuite, ils vont dormir où? Dehors. Mais dehors où? Au bord des cinémas. Ça m'a fait un choc, effectivement. Mais étant chez ma tante, qui m'a donné tout paix à son âme, elle est décédée. La petite sœur de mon papa, elle m'a beaucoup aimé, elle n'a pas eu d'enfant. Donc elle m'a beaucoup aimé. Et donc, j'allais à la maison triste. Découvrir que des amis avec qui, dans une ambiance bon enfant, on joue au foot, se retrouvent subitement au bord des cinémas, qui leur servait de dortoir. En fait, ce n'était pas subitement, c'était déjà leur réalité. Leur réalité, bon, enfin, c'est moi, je découvrais. Voilà, moi, je découvrais ça. Oui. Allez, ok, merci. Et donc, j'ai cherché à comprendre. 1 mois, 2 mois plus tard, je me rends compte qu'en réalité, c'était leur vie qui était là. Et donc, alors, en parlant avec eux, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Pourquoi ils se sont retrouvés là, dans les rues, à dormir à la Belle Étoile? J'en viens. Alors, ça, c'était leur réalité qui était là. Et je vais plus loin pour savoir pourquoi ils se sont retrouvés là. Et je découvre qu'à 80%, ils sont orphelins. Papa est décédé. En 77 déjà, c'était rare qu'une femme travaillait. C'est maintenant que, bon, c'est fréquent. Donc déjà en 77, orphelins déjà. Donc à 80%, ils sont orphelins. Et c'est parce que la mère a été expulsée de la maison après le décès de papa, donc du père, qui se sont retrouvés là. Et ça vous affectait énormément lorsque vous mangiez? Oui. Quand vous pensiez à eux? Je rentrais à la maison, qu'il y avait mon repas, que ma tante me donnait tous les jours parce qu'elle m'aimait beaucoup. Je suis le seul garçon de mes parents et je suis l'enfant à son grand frère. Et donc, en mangeant, j'ai pensé à eux. Quand il fait nuit, pour aller dormir donc, quand il est froid, en me retenant dans le lit, j'ai pensé à eux. Ils me disaient, moi je suis dans une maison, dans une chambre, et puis il est froid. Et eux, ils sont dehors, à la Belle Étoile.
Mais est-ce que c'était suffisant en pensant à eux? Le fait de penser à eux, là, ça allait faire qu'ils allaient être rassasiés. Il fallait peut-être les inviter quand même. J'en viens. L'artiste, j'en viens. Tu sais, on n'est pas au Canada, hein, on est en Côte d'Ivoire. Alors donc... Il est dans son rôle. Hein. Oui, bien sûr. Alors donc, comment vous réagissez alors face à... Alors je décide donc d'aller plus loin avec eux pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et là, vous avez compris que c'était des enfants issus de familles, enfin des enfants orphelins pour la plupart. Tantôt, à 80%. Voilà, à 80%. Les 20%, c'était des enfants qui avaient été exclus de l'école de par leur faute. Ok. Les parents sont là, mais ils sont bannis, comme on le dit, entre guillemets. Et donc... Alors comment vous, jeunes, avec le peu de moyens que vous avez, comment vous prenez action pour quand donc il y avait le temps et que mes parents étaient allés au boulot, je les invitais à manger avec moi. Comme dans l'argent de poche, juste à côté du cinéma, il y avait un petit marché. Et là, la ticket faisait 25 francs, ça pouvait remplir tout ça. C'est une façon de parler. Oui, bien sûr. À 77. Et donc, avec du poisson, on mangeait sans problème. C'était le miracle économique ivoirien, années 70. Merci beaucoup. Voilà. Alors donc, de temps en temps, dans le peu qu'il y avait, je leur donnais à manger. Et voir la détresse de vos amis en face tous les jours, côtoyer cette détresse-là, est-ce que ça faisait naître en vous des résolutions, des décisions, des ambitions particulières? Effectivement, depuis que nous sommes devenus complices, parce que le football, c'est un facteur de rapprochement. Tout à fait. Donc quand nous sommes rapprochés par le football et qu'on est devenu intime, il y avait une double vie en fait. Mes parents me savaient donc bon garçon à la maison, qui pouvait avoir que de bons amis, alors qu'en réalité, il y avait des bons amis selon moi, mais qui avaient une autre vie. Et donc, quand je découvre que mes amis ont cette vie, et que moi j'ai le minimum, je dis tiens, si demain Dieu me fait grâce, qu'il y ait un petit boulot, voilà ce à quoi je vais m'attaquer. C'était à moi. Ce sont des choses que je n'ai jamais partagées à quelqu'un. Beaucoup de personnes qui me sont proches ne savent pas. Vous avez dit que lorsque nous préparions cette émission, qu'en vous rapprochant de vos amis, vous avez fini par découvrir qu'il y avait derrière eux, j'ai bien aimé l'expression, des mères en souffrance. Oui. J'ai découvert que derrière eux, il y avait des mères qui avaient passé leur temps à recevoir des gens autrefois quand le père était vivant. Il y avait des mères qui ont certainement défait le bout de leur pagne pour donner 25 francs à l'enfant du voisin qui pleurait. Derrière ces enfants avec qui je jouais au foot, il y avait ces mamans qui n'avaient plus de droits, dont les droits ont été bafoués. Parce que chassé de la maison quand le père est décédé, l'époux est décédé. Chassé de la maison. Donc derrière ses amis avec qui je jouais au foot, il y avait cette réalité. Et quand ils découvrent ça, ils étaient abasourdis. Et cet électrochoc va vous pousser à vous dire, moi je veux dédier ma vie à aider les femmes, les mères en difficulté, les veuves, les orphelins, ce que vous allez faire des années beaucoup plus tard. On va évoquer ça, mais il est important de souligner que vous avez été footballeur, vous avez joué au poste de défenseur pour 3 clubs importants de ce pays. AS Oumé de 86 à 88, l'Azida Bangourou en 89, avec qui vous avez remporté la Coupe nationale et joué aussi la Coupe des vainqueurs de Coupe. Et puis le Stella en 90, vous étiez là sous la coupole du coach Yeo Martial. Alors, cette passion, cette pratique du foot vous a poussé, donc, je le disais, à Oumé. Vous avez découvert aussi les réalités vécues, difficiles d'ailleurs, vécues par d'autres enfants de Côte d'Ivoire. Effectivement, Michel, quand j'ai quitté Koumassi en temps, je vais jouer au foot, ma passion, à l'AS Oumé en 86. Et là, ce que je n'ai pas fui, mais ce que j'ai laissé en temps, entre guillemets, à Koumassi, me retrouve à Oumé. J'allais dire, me rattrape à Oumé. Des élèves qui étaient donc des villages environnants d'Oumé, qui est la grande ville, admis en 36e, se retrouvent à être affectés donc à Oumé. Et là, je me rends compte que beaucoup d'entre eux sont chez les tuteurs, une partie est chez les tuteurs, mais qui ne mangent pas à leur faim.
Alors souvent, on prend l'enfant au premier voisin. Mon enfant, il est en 36e. Pardon, va dormir chez toi, va aller à l'école. On ne le connaît même pas. Ça, c'est un autre temps. Et c'est comme ça que certains étaient chez des tuteurs qui ne connaissaient pas préalable auparavant. Ils étaient là, mais ils ne maniaient pas à leur fin. Et ça, je dois dire que ce n'est pas une réalité d'époque. Aujourd'hui, il y a certains, sûrement des jeunes qui nous suivent aujourd'hui, des jeunes étudiants et autres qui ont des difficultés pareilles, qui ont été affectés dans des villes et qui se retrouvent franchement face à des challenges quotidiens pénibles. On pense à eux et je pense que votre histoire va nous donner quelque part quelques éléments pour la suite. Alors donc, cette partie des jeunes se retrouve également à être orphelins. Mais ce que je dirais, ça a commencé encore à Oumé, en 86. Et donc, je les prends et je me retrouve donc tuteur par la force des choses. Parce qu'il était footballeur à l'AS Oumé. Et comment ça se passe de façon pratique? Ils viennent manger chez vous à midi, oui, bien sûr, et ils repartent? Ou bien vous hébergez quelques-uns à la maison? Bon, il y avait un groupe qui avait réussi à prendre donc un local où ils dormaient à 3-4. Et ceux-là, je m'occupais d'eux discrètement. Mais il y a aussi une autre partie que j'ai trouvée un peu plus propre, qui était pratiquement mes bien petits, comme on l'appelle communément. Ceux-là, je m'occupais d'eux de manière régulière. D'accord. Cassandra? À vue d'œil, vous avez beaucoup d'empathie pour les autres, mais pourquoi vous avez pris ce combat-là à bras-le-cœur comme ça? Alors, je sais que vous tous là, Philo et les chroniqueurs, il y a le sage qui est là. Chacun de nous a un appel qu'il reçoit. C'est ça. Vous voyez? Et donc, vous êtes là, je crois que vous êtes 5, mais vous n'avez pas le même rôle sur le plateau. Donc moi, quand je suis né, c'est comme ça que Dieu m'a créé. Oui. Alors, je voulais juste rappeler un fait. Je ne suis pas bon. Je ne suis pas correct. Comme un tuyau qui est encastré dans un mur, qui conduit l'eau au robinet, je peux être un canal, sans peut-être bon. Je n'ai pas dit que je suis bon. Souvent, il est rouillé, mais l'eau passe là-dedans. Vous vous considérez comme un instrument pour aider les autres, oui. Et vous en avez fait un sacerdoce. C'est un appel, un sacerdoce. D'accord. Moi, je pense que toute l'humanité devrait être pareille. On n'a même pas besoin de se sentir appelé à aider les autres. Je crois que devant la détresse humaine, nous devions tous avoir au moins cette spontanéité naturelle d'aider avec le peu que nous avons. C'est possible de le faire. On n'a pas besoin d'avoir un miracle. Non. Et ce que vous faites est vraiment très exemplaire. En 80... En 1991, Aimé Monoko, vous entrez dans la fonction publique. Pourquoi vous n'avez pas fait carrière dans le football? Pourquoi vous avez dû stopper à un moment? Il n'y avait pas l'argent dedans à l'époque? Non, non, non. Quand j'ai joué à Palasoumé, à Bangourou, à l'Asie, où j'ai joué une Coupe d'Afrique, je suis devenu hostilat à Ayo Martial. Et c'est de là qu'il a dit mon heure a sonné pour que j'aille en Europe. Mais malheureusement, ni les coupures de journaux, ni les appels à l'endroit de mes amis qui sont en Europe n'ont servi à rien. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'argent pour venir nous chercher. C'est par le canal, par le truchement d'un ami qui est en Europe qu'on se débrouillait pour aller en Europe. Donc c'était rêve brisé alors? Rêve brisé. D'accord. Il n'était pas un talentueux footballeur dans tous les cas. Bon, mais ne dites pas ça. Chacun a un talent. Vous étiez peut-être pas très brillant, mais vous aviez une raison de jouer dans ce club-là. Il sait qu'il est consciemment. C'est lui-même qui le dit. D'accord, bon, on n'accepte pas ça sur ce plateau. Il était footballeur. Il était footballeur, ça je le sais. Vous étiez un bon titulaire dans tous les clubs où je suis passé. Ça ne peut pas se faire sans talent, vous reconnaissez, même si vous avez des triomphes modestes. Vous savez, parfois le complexe nous fait dire des choses, je peux vous dire ça. Alors, en 91, vous entrez dans la fonction publique. Vous vous sentez maintenant plus à même, puisque vous avez un peu plus de ressources, d'aider les autres de façon plus significative. Alors, comment vous organisez l'aide à partir de cette période-là, envers les autres? Alors, je veux rappeler que j'ai connu mon épouse en 89 quand elle était footballeur à Bangourou. Et donc, dès que je la découvre et qu'elle et moi on vit ensemble, je lui inculque ma passion. Donc, en 91, Dieu nous fait grâce qu'on travaille. Quand il dit on, c'est elle et moi parce qu'on est une seule chair. Je lui ai dit que j'ai une épouse merveilleuse. Ah ouais? Ouais. Ça, vous au moins, ce que vous êtes en train de faire,
C'est l'apologie de votre épouse. Voilà, vous faites un peu sa pub, et ça c'est bien, vous êtes un grand romantique. Nous aussi, on a de la pub ici, mais elle est juste commerciale. On se retrouve tout de suite, mesdames et messieurs, après Super TI. La nouvelle brasserie de Côte d'Ivoire vous offre depuis 2012 des produits d'excellente qualité. NBCI est dotée d'une usine de pointe avec des lignes de production de dernière génération. Un contrôle qualité à toutes les étapes. Des produits de qualité, une certification ISO 9001, des marques internationales Planète, American Cola, Bubble Hub et l'eau minérale naturelle Assini. La nouvelle brasserie de Côte d'Ivoire vous offrir le meilleur. Yesterday give me away. Yeah, I got the power. Oh. Pourquoi vous n'aspirez pas au travail? Je n'ai absolument pas envie d'aller travailler. Je suis très bien comme ça avec moi-même. Tu t'attendais pas à ça du tout? Non, pas du tout. C'est la meilleure émission, tout le monde regarde ça aujourd'hui. C'est midi, phase 2. Nous sommes en compagnie en public du groupe Onyx Excellence, du fan club C'est Midi, du lycée technique d'Abidjan et de l'institut de formation Sainte-Marie de Cocody. Nous prolongeons l'échange avec Aimé Monoko sur le thème témoin des difficultés traversées par mes amis. Je suis aujourd'hui au service des autres. Et voilà, la suite de cette émission, toujours en plateau. Aimé Monoko, depuis 91, vous êtes entré, nous le disions un peu avant la pub, dans la fonction publique avec votre épouse. Vous avez multiplié les actions d'aide en faveur des enfants en difficulté, des veuves. Et vous avez formalisé tout ça en 2010 à travers la mise sur pied d'une ONG, Côte d'Ivoire Solidarité, pour porter assistante, tant pis si je me répète, aux veuves et aux orphelins. Chose marquante, vous avez construit, et ça c'est depuis 2017, vous construisez des maisons que vous offrez gratuitement à des veuves. Je voudrais déjà demander un triomphe d'applaudissements dans ce studio pour ce type, pour cette extraordinaire générosité humaine, cette belle philanthropie. D'où vous viennent les moyens de réaliser de telles choses? Merci Michel. Alors je voudrais dire que il faut d'abord aimer ce qu'on fait et aspirer à l'améliorer. Quand je suis entré dans l'univers des habits qui dormaient donc au bord des cinémas, derrière eux, je découvre des mères donc en difficulté. Oui, mais Monoko, y arrive. Oui, je comprends très bien. Vous voulez retourner. On a abordé toutes ces questions. Bon, ok, on y va. Dites-nous d'où vous viennent les ressources. Parce que ça coûte cher quand même de construire des maisons. Alors, et de les offrir. vous verrez, je ne sais pas si vous avez les photos, mais vous verrez que je suis avec Sérédier, qui est un de mes partenaires, le footballeur. Et j'ai également Archie Bansé. J'ai pas mal d'amis opérateurs économiques de la place. Ils viennent de tous les secteurs d'activité? Il y a même, pour la petite histoire, à chaque édition, il y a quand même des personnes qui nous donnent gratuitement des fournitures scolaires. Gratuitement. Parce qu'ils savent que tout leur don qu'ils font est traité par les mains des 15 membres de l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité. Donc voici quelques figures. Merci pour les mots. Merci beaucoup. Et donc, les dons sont donc traités à bon escient. En tout cas, merci aux généreux donateurs. C'est la preuve qu'il y a dans ce pays énormément de cœurs généreux. Oui. Il y a une vraie solidarité humaine qui devrait tous nous inspirer. On peut toujours rejoindre votre ONG? Toujours donner, enfin rejoindre? Ou le membership est bloqué? Non. Moi-même, tout à l'heure, quand on finit l'émission, sur le côté, je vais vous prendre pour que vous soyez un membre. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de relations. On a besoin. Merci beaucoup, c'est déjà super. Alors, quelles sont vos ambitions spécifiques à ce niveau de développement de votre ONG? Quels sont les projets sur lesquels vous travaillez? Comment vous voyez demain en faveur toujours des veuves, des orphelins? D'accord. Je voudrais dire que nous sommes réunis, nous avons prié, et puis Dieu nous a instruit de faire un centre d'accueil
aux veuves et orphelins en Côte d'Ivoire ici. Qui devrait enfin, être installé où? Dans quelle localité? On avait souhaité Yopougon, qui est donc une commune favorable. Mais n'ayant pas eu ce terrain à Yopougon, nous avons commencé les travaux à la Riviera. D'accord. Voilà. Vous voulez dire quoi? Vous êtes allé à Yopougon, il n'y a pas de terrain pour faire ce centre-là? J'ai croisé qui de droit, mais il n'y avait pas de terrain disponible. D'accord. L'essentiel, c'est qu'il y a déjà non, il va vous appeler après. En plein Abidjan. D'accord. Bon. Okay. Allez, on va très rapidement retrouver Police Agathon pour des réactions en temps réel. Alors, Jean-Michel, ils sont nombreux les internautes à rejoindre de jour en jour la page Facebook C'est Midi, mais également l'ensemble des réseaux sociaux de la RTI qui, rappelons-le, cumule un peu plus de 3,8 millions d'abonnés. En ce qui concerne les réactions relatives à l'émission de ce jour, on peut lire entre autres celle de Diana Ouattara, qui dit en général, quand on a traversé des moments de souffrance et qu'on arrive à s'en sortir, c'est que la main de Dieu est passée. Et quand Dieu t'aide à ton tour, il faut pouvoir aider les autres. Et c'est ce qui va te permettre d'être toujours élevé. On a ensuite le message de Aprofix, Raven et Bonga. Il dit, que recherchez-vous en réalité en tendant la main aux autres? Parce qu'aujourd'hui, on a vu plein de personnes qui disent vouloir aider les gens, mais qui en réalité recherchent les fleurs de certaines personnes qui vont leur faire des dons. Et c'est eux les plus grands bénéficiaires. La dernière intervention, c'est celle de Josie la Merveille, qui dit, après avoir passé tant de temps à vous occuper des autres, est-ce qu'à un moment, vous ne vous dites pas, il faut que j'arrête pour pouvoir penser un peu à moi? Aimé Monoko, 1 minute pour répondre à ces questions. Déjà, est-ce que vous avez une ambition personnelle cachée derrière toute cette philanthropie? Je voudrais dire, lorsque vous disposez d'une fontaine et que quelqu'un a soif à côté de vous et que vous êtes insensible, pendant que vous avez un grenier rempli de riz et qu'une autre personne a faim et que vous ne faites rien, alors moi j'ai décidé, si je le fais, c'est pas que Dieu me bénisse dans ma vie. Sur cette terre-là, on n'a pas les mêmes ambitions. Moi, ma vie que je mène, c'est avec un groupe de personnes qui a la même vision que moi. Vous, votre joie, votre bonheur, c'est d'assister à l'humanité souffrante. C'est un sacerdoce. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Alors, voyons. Ça vous touche, cette histoire? Bien sûr. D'accord. Tout de suite, votre réaction. Kassi Kouadio, c'est la minute du doyen. La sagesse africaine dit, c'est Adiale Nakon. C'est-à-dire, lorsque tu souffres, lorsque tu vis la galère, il ne faut pas penser au suicide. Il faut toujours garder espoir. La pauvreté est grandissante autour de nous. Je ne vais pas donner des chiffres ce matin, mais chacun de nous peut la contempler dans les yeux. Elle n'est pas toujours loin de nous. Juste quelques petits chiffres. 240 millions de veuves dans le monde. 100 millions d'entre elles vivent sous le seuil de la pauvreté. Ok. Alors moi, une question me passe par la tête. Nous sommes là pour quoi? Nous sommes là pour prendre. Prendre pour aller où? Je pense plutôt que nous sommes là pour apprendre, pour comprendre, pour aimer. C'est un processus. Ça me paraît comme un processus de perfectionnement. Mais pour aller où? La question reste toujours posée. Mais ça ne doit pas être gratuit. Alors, les âmes sensibles sont de bonnes âmes. Et devant la souffrance des autres, ces âmes ne peuvent pas retenir leurs larmes, ni retenir leurs actions de bienfaisance. Elles agissent. C'est leur nature. Merci, Monsieur Aimé, pour cette grande sensibilité. Merci, merci pour ce grand service que vous rendez à l'humanité. Merci beaucoup. Monsieur Aimé Monoko, merci infiniment. Et j'ai envie de dire que votre vie est un peu comme réglée sur cette maxime qui dit « Le bonheur des autres m'élève et leur souffrance me diminue ». Merci beaucoup pour votre belle contribution. Ça va servir d'exemple. Et on vous souhaite énormément de bénédictions et de succès dans tous les projets que vous avez pour les années à venir en faveur des veuves et orphelins de Côte d'Ivoire et du reste du monde, pourquoi pas. Allez, des applaudissements pour vous accompagner. Et nous allons sans tarder, sans aucune rallonge, recevoir maintenant Alissar Zénar avec sa rubrique qui nous fait voyager dans l'univers des célébrités. Zena Alissar Khalil, c'est un ferrage people. Alors,
C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver les mardis pour parler un peu de ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, de ce que vous avez raté. Cette semaine, nous commençons avec Regina Daniels, la femme du multimilliardaire, enfin, la 5e femme du multimilliardaire nigérien en ce moment au tournage au nord du Nigeria. Et tenez-vous bien, elle a 2 policiers, au fait, comme garde de corps. Voilà. Normal ou pas normal? Sur le tournage. Normal. Normal ou pas normal? C'est normal. Normalement, toutes les femmes devraient avoir des gardes du corps. Ça, c'est ce qui est normal. Pour aller au marché avec des gardes du corps. Oui. Vous exagérez. C'est ce qui est normal. Après, il y a les uns, il y a les autres aussi. Toutes les femmes ne sont pas des 5e épouses de multimilliardaires. En tout cas. Pendant que nous-mêmes, on soit ici, tu t'en vas seul, on dit que pardon, bébé, accompagne. Ah, va seul là-bas, je dors. Donc, il y a d'autres, en fait, bébé, je peux pas être là, mais je t'envoie 2 gardes du corps, vas-y, fais le marché, fais ton tournage. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que, à ce qu'il paraît, d'après les ondits, Regina Daniels serait enceinte de son premier bébé. Est-ce qu'on a des photos? Un faux ou un tox? On n'a pas encore de photos qui trahissent un début de grossesse. Quand on voit le visage, on se dit bien qu'il y a quelque chose. Ah. Parce qu'après, pour vous les hommes, ça se voit pas, mais nous les femmes, ça se sent un peu parce qu'elle a quand même pris un peu de poids, non? Au niveau des joues, il y a quand même du volume, là. C'est peut-être le mieux-être qui fait ça? Ah, le mieux-être, viens à moi. Oui, ça c'est elle. Alors, bon, si elle est enceinte, ce serait génial. Si ce n'est pas le cas, c'est ce qu'on lui souhaite en tout cas. Beaucoup de bonheur à Regina Daniels, c'est 5e épouse d'un milliardaire nigérien. On continue, on retrouve Dadju touché par le coronavirus. Non, non, ne vous emballez pas. C'est rien de grave, touché parce qu'il a dû annuler ses concerts du 7 et 8 mars. À cause de l'épidémie coronavirus. Il faut que ce soit clair, il n'est pas touché par la maladie, il n'est pas non, malade. Il n'est pas touché par la maladie. Il est touché émotionnellement parce que... Effectivement, il a dû annuler des concerts. Voilà. Pour ça, j'ai dit, ne vous emballez pas, il n'y a rien de grave. Voilà, avec Internet, il faut faire attention. Ce qui fait l'actualité en ce moment, c'est Jordyn Wood et Dadju. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui Jordyn Wood? Jordyn Wood, je vous explique, c'est la meilleure amie de Kylie Jenner, du clan Kardashian, multimilliardaire à 21 ans, mère de la maman de Stormy. Merci, voilà. merci de ne pas nous frustrer. Oui. De rien. Et Jordyn est sortie avec le mari de Khloé Kardashian, aussi milliardaire. Donc on est en train de parler entre nous, milliardaires. Voilà. Et Jordyn est en ce moment à Dubaï, où il y a eu un petit couac. Enfin, je ne dirais pas un couac, je ne sais pas si c'est un buzz monté. Mais Dadju a posté une photo de Jordyn sur son compte Instagram. Et Jordyn aussi a reçu un mot de Dadju qui dit « Tu m'as fait un bobo au cœur, signé Dadju ». Donc Internet, je rappelle que Dadju est en couple et il a un enfant avec une jeune femme innocente qui est à la maison. Donc Internet est fâché. Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu as enceinté les enfants des gens, tu viens lover à Dubaï, il y a quoi? Ok. La belle-sœur de Dadju, qui est Demdem, la femme de Maître Gims, la lionne de la famille Juna, voilà, a décidé d'éclaircir toute cette situation en postant que c'était juste pour un buzz et que Dadju doit sortir un nouveau son qui s'appelle Bobo au cœur. Donc arrêtez un peu de parler dans des histoires des gens qui sont milliardaires. Entre nous, milliardaires, on se comprend et on se retrouve la semaine prochaine. Il y a des milliardaires dans la tête, il y a des milliardaires dans le cœur, il y a des milliardaires dans les poches. Et moi, je suis très heureux que cette histoire de coronavirus ça soit un buzz. Voilà, parce que moi je n'écoutais même plus sa musique. Je dis, il a une chanson où il éternuait dedans. C'est quelque chose de quand même assez sérieux pour ne pas que vous puissiez prononcer bien le mot. C'est coronavirus. C'est très sérieux. Je suis un artiste international, je ne viens pas d'ici, je ne peux pas prononcer vos paroles. On espère que vous allez livrer une chanson avant le terme de cette émission. Je pense que la suite, ça va être Cassandra. Cassandra, avec vous, c'est le cinéma, le mardi. Ouais. Vous aimez Internet quand c'est illimité et quand c'est rapide? Avec les forfaits DataSpeed de Mauve, c'est vous qui choisissez votre vitesse. Accessible aux entreprises et aux particuliers. Abonnement à partir de 19 000 francs CFA. Move, no limit. Cassandra à Samoa, c'est Clap Média. Merci Jean-Michel. Alors aujourd'hui, on part avec Pablo Escobar, le patron du mal, la série créée par Camilo Cano et Juliana Uribe. Alors dans la série, on repart dans l'histoire mouvementée du
du narcotrafiquant le plus redouté au monde, celui-là même qui a défié l'État colombien. Voilà, pour la petite histoire, Pablo Escobar était issu d'une famille pauvre et à 28 ans, il devient milliardaire grâce aux bénéfices de la drogue. Attention, exemple à ne pas suivre, on regarde quelques images. Vu la façon dont il a fini... C'est pas bon la drogue, c'est pas bon. Né le 1er décembre 1949 à Rio Negro. Il est mort le 2 décembre 1993 à Medellín, en Colombie, à l'âge de 44 ans. Celui qu'on appelait El Padrino, The Godfather, El Patron, The Boss, Don Pablo, l'homme qui se sentait parfois comme Dieu. Quel plaisir de vous revoir, monsieur. Je t'ai déjà dit de pas m'appeler monsieur. C'est par respect, Pablo. Non, tu dois m'appeler patron. L'histoire vraie du baron de la drogue, Pablo Escobar, le patron du mal, en exclusivité à partir du samedi 7 mars, de 20h50 sur RTI 1. Qui connaît Pablo Escobar autour de la table? Moi, l'histoire... Dis-moi, Alissa, tu connais Pablo Escobar? La petite histoire, c'est sa fille, je l'ai lu un peu quelque part, sa fille lui a dit un soir, papa, j'ai froid et tout, donc il a dû brûler, au fait, 2 millions de dollars pour la réchauffer. C'était pas pareil. Pour dire, au fait, que non, c'est pas pareil. Alors, on retrouve votre série tous les samedis à 20h50 sur RTI1. Tout à fait. Ce rouge-là, il est fatal. Franchement, il va bien. Jean-Michel. Ok. Allez, Mesdames et messieurs, nous allons maintenant recevoir, pour être en harmonie avec l'actualité, un médecin. Voilà, c'est un docteur Chérif Djibril, qui est gestionnaire du Centre des opérations d'urgence de santé publique de Côte d'Ivoire. Avec lui, on parle de sensibilisation sur le coronavirus. Docteur Chérif Djibril, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Alors, la sensibilisation sur le Covid-19, déjà, définition Covid-19. Bon, Covid-19, c'est de l'anglicisme, hein? C'est Coronavirus Disease 19. 19. Yes. Yeah. 19, c'est pourquoi? C'est pour 2019? 2019, voilà. D'accord. Donc, Okay. c'est En 2020, donc maladie liée au coronavirus 2019. Ok, super. Alors, vous nous apportez un message de prévention. Je pense que c'est bien la raison qui vous guide. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se prémunir donc, de ce virus dont on parle énormément en ce moment? En fait, mon intervention va porter sur 2 volets. Okay. D'abord, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter la maladie? Et si, par, je dirais, mésaventures, vous avez la maladie, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Donc, c'est sur ces 2 volets-là que je vais axer mon intervention. Bon, pour la prévention, il faut dire que nous, depuis que cette maladie a commencé, ce que nous disons à la population, c'est d'abord de se laver les mains. Donc, avoir une bonne hygiène des mains. Ensuite... Mais il faut se laver les mains avec quoi? Il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon. Il faut se laver couramment les mains avec de l'eau et du savon. D'accord, ok. Ensuite, pas forcément avec des antimicrobiens. Bon, lorsque vous n'avez pas d'eau à proximité, vous pouvez utiliser les gels. D'accord, ok. Mais dans un environnement où vous avez de l'eau et du savon, nous vous conseillons d'utiliser l'eau et le savon. D'accord. Next step. Ensuite, nous conseillons également d'avoir une bonne hygiène de la toux. Une bonne hygiène de la toux? Oui, une bonne hygiène de la toux. D'accord, expliquez-nous. Si vous toussez, si vous éternuez, donc il faut le faire dans un mouchoir propre et puis le jeter. C'est-à-dire ce qu'on appelle couramment les pochettes. Donc vous éternuez dans les pochettes, vous toussez dans les pochettes. Lorsque vous l'avez fait, vous le jetez jusqu'à les pochettes à la poubelle. Okay. Ensuite, lorsque vous l'avez fait ainsi, vous lavez les mains avec de l'eau et du savon. Ensuite, si vous n'avez pas de pochette, vous toussez dans le creux du coude. Il faut éviter de tousser dans les mains. Pourquoi? Lorsque vous toussez dans les mains, que après vous frottez les mains, vous saluez, vous transmettez la maladie à autant de fois que vous saluez de main. Et puisque... Il n'y a pas de risque aussi lorsqu'on tousse dans le coin lorsque du bras. nous portons des chemises qu'on appelle, qui ont
des manches aussi longues comme ça, que vous toussez, le risque est minime. Okay, parce que ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on tousse ou qu'on éternue, en fait, les gouttelettes que nous émettons parcourent une distance qui ne dépasse pas 1,5 mètre. Voilà. C'est pourquoi on dit que lorsqu'une personne est à cette distance-là, vous ne pouvez pas la contaminer lorsque vous éteignez ou que vous toussez. D'accord. Mais... Juste pour rire. Ouais. Allez, donc, c'est ça. Et donc, vous éteignez au niveau du clou. Y a-t-il une autre mesure à signaler? Maintenant, lorsque vous souffrez, c'est-à-dire vous présentez la fièvre, vous présentez la toux, les deux peuvent associer, vous pouvez présenter l'une des deux. Voilà. Et si vous venez des zones qui aujourd'hui sont considérées comme affectées, il y a près de une quarantaine de pays qui sont affectés, donc une dizaine qui sont beaucoup plus affectés que les autres. Les statistiques continuent d'exploser. Voilà. Alors, quand on a ces symptômes-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Où il faut aller très rapidement pour Lorsque vous avez ces symptômes-là, il faut vous rendre dans le centre de santé le plus proche. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Bah, écoutez, donc finalement, on retient que le coronavirus est une... Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis ça en anglais. Le coronavirus est une maladie respiratoire. Oui, le coronavirus est une maladie respiratoire. Alors, il s'est dit, ces temps-ci, j'entends des gens dire que c'est difficile pour les Africains d'avoir le coronavirus. Vous répondez quoi à ça très rapidement? Est-ce qu'il y a des conditions... Je réponds que c'est une vue de l'esprit. Une vue de l'esprit, d'accord, ok. Bah, merci beaucoup parce que je vous remercie. Ça a commencé à faire un peu tâche d'huile. Allez, merci beaucoup, docteur, chef Djibril. Chérif Djibril, pardon. Et puis merci surtout à nos chers amis du groupe Onyx Excellence, du lycée technique d'Abidjan, de l'institut de formation Sainte-Marie de Cocody et du fan club C'est Midi. On vous espère. On vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain. Merci aussi à tous mes amis autour de la table. Merci à toutes nos équipes techniques. Demain pour un autre rendez-vous de C'est Midi, toujours inspirant, touchant, instructif et plein de bonheur partagé. Bonne journée.